Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 23 septembre. À Saint-Dizier, la place Émile Moguet s'est transformée en espace de vie après un an de travaux. Avant son inauguration officielle prévue en octobre, la ville a choisi d'y installer en septembre des animations ludiques et artistiques. À Romaincourt, dans la Meuse, les sablières de Lémont ont exceptionnellement ouvert leurs portes pour les Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs ont découvert les installations ainsi que le travail quotidien des 12 salariés. À Bure, près d'1 millier de personnes ont manifesté contre le projet CIGEO ce samedi. La mobilisation, soutenue par plusieurs associations, a été ternie par des affrontements entre groupes radicaux et les forces de l'ordre. À l'occasion des Journées du patrimoine toujours, la préfecture de la Haute-Marne a ouvert ses portes aux visiteurs. Construit au 19e siècle, ce bâtiment emblématique de Chaumont allie fonction administrative et architecture monumentale. Un coup d'œil rapide sur la météo, avec une journée maussade dans nos départements et des pluies persistantes jusqu'à ce soir. Les températures resteront bien fraîches pour la saison, autour des 10 à 11 degrés cet après-midi. Après un an de travaux, la place Émile Moguet de Saint-Dizier se transforme en espace de vie. Avant son inauguration officielle prévue en octobre, la ville a choisi d'y installer des animations ludiques et artistiques tout au long du mois de septembre. Manège sonore, cabinet des curiosités ou encore atelier pour les enfants. Un programme pour permettre aux habitants de se réapproprier ce lieu central. Reportage. Entre les barrières de chantier, deux drôles de créations se sont installées sur la place Émile Moguet. Après un an de travaux, le petit bourg de Saint-Dizier redevient peu à peu un lieu de vie. Fontaines en fonte d'art, îlots de verdure et mobilier urbain accueilleront bientôt les habitants. Mais en attendant l'inauguration officielle prévue en octobre, la ville a choisi de redonner vie à la place avec un mois d'animation. Parmi elles, le Cacophonium, un manège à propulsion où l'énergie des enfants devient musique. C'est un manège qui est une création. Ce sont des petits instruments de musique qui ont été recyclés et transformés pour envoyer voyager, tourner, faire tourner les enfants. C'est un manège pour les enfants de moins de 6 ans avec plein de petites manettes où ils font du bruit pour faire la cacophonie. Ça s'appelle le cacophonium. Et nous, on pédale pour les faire tourner, donc c'est un manège écologique. Je pensais que peut-être les travaux devaient être finis et ils n'ont pas été finis à temps. Et voilà, c'est ce que j'ai imaginé, mais bon, c'est pas grave. S'il y a du monde et tout, qu'il y ait des travaux ou pas, c'est pareil. Autre univers, celui de Boule de neige par le Théâtre de la Toupine, un œuvre de télécabine vintage transformé en cabinet de curiosité où s'anime une machine faite d'objets insolites. Elle représente la fête et c'est comme si c'était la fête. Elle peut tout faire. En fait, elle reste en exposition pour que les gens puissent la regarder et l'admirer. Et donc elle va rester en exposition entre ces deux sorties. Le but, c'est de sensibiliser les gens à la pollution et au changement climatique. C'est pas le meilleur endroit, mais on a l'habitude d'être sur les places. On joue un peu dans des endroits un peu des fois fous. Donc là encore, c'est pas un endroit très compliqué. Il y a des endroits bien plus compliqués que ça. Cette place centrale de Saint-Dizier se métamorphose dans le cadre du projet Révéler Saint-Dizier. Les travaux ont été menés par étapes. D'abord, les réseaux rue Émile Giraud à l'automne 2024, puis ceux de la place en début d'année 2025, avant d'entrer dans la phase la plus visible, de février à octobre, voirie, trottoir, installation du mobilier urbain et plantation. L'idée en fait d'un centre-ville animé, c'est aller de place en place, permettre aux habitants de flâner dans la ville, et c'est ce qui est différenciant finalement des zones en périphérie. Les aménagements doivent être totalement achevés d'ici le mois d'octobre avec l'installation définitive du mobilier et des plantations. Les animations, quant à elles, se poursuivent jusqu'à la fin du mois de septembre, chaque samedi après-midi. Direction Romaincourt dans la Meuse, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les sablières de Lémont ont ouvert leur site au public. Habituellement fermé aux visiteurs, le lieu a dévoilé ses installations, ses équipes et un investissement majeur de 3 millions d'euros engagé en 2024. Je m'y suis rendue pour un publi-reportage. Au milieu des engins et des montagnes de gravier, les visiteurs se glissent dans le quotidien des carrières. Ici, à Romaincourt, on extrait les alluvions calcaires directement dans l'eau. Avant de les transformer, tout est calibré, contrôlé, normé pour répondre aux besoins techniques. Aujourd'hui, les machines sont à l'arrêt et des visites guidées sont organisées.
Donc c'est un métier qui est très méconnu du grand public. C'est pour ça que nous ouvrons nos portes grâce à l'UNICEM, l'Union nationale des industries carrières et matériaux. Nous avons tous besoin de sable dans notre quotidien, on en retrouve tout autour de nous. Tous les jours, que ce soit dans les écoles qui sont construites avec ces matériaux-là, les routes, les hôpitaux, nos maisons individuelles, etc. Avec une installation inaugurée à l'été 2024, fruit d'un investissement de 3 millions d'euros, le site s'est modernisé. 12 salariés travaillent aujourd'hui pour l'entreprise familiale, créée en 1956 et toujours en développement. L'objectif de la journée, offrir de la transparence, expliquer au public à quoi sert ce travail invisible et faire découvrir un savoir-faire. Il y a des connaisseurs qui viennent charger, qui connaissent déjà, mais qui connaissent les granulats, mais qui ne connaissent pas forcément le principe d'extraction, de concassage, tout ça. Donc ils sont contents d'apprendre. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent totalement. Et pour l'instant, ça se passe bien. On est toujours cachés dans notre carrière, personne ne nous voit et nous croit gros pollueurs. Donc on aimerait montrer que ce n'est pas que ça, quoi. Et qu'au contraire, il y a très peu de pollution dans notre métier, quoi. Au-delà de la technique, l'ambiance était conviviale, animation pour les enfants, buvette associative et échange entre professionnels et habitants. Avec ses 250 000 tonnes de granulats produites chaque année, le site de Remencourt alimente les centrales à béton, les entreprises du BTP et les artisans locaux. Une production stratégique autorisée jusqu'en 2045. C'était une date importante pour les militants antinucléaires à Bure. Ce samedi 20 septembre, près de 1000 manifestants se sont retrouvés en Meuse pour montrer leur opposition au projet CIGEO, un projet d'enfouissement des déchets nucléaires prévu pour 2027. Mais cette manifestation a été noircie par des militants radicaux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre sur place. Gaël Bossu et Evan Sauvageon. 2000 selon les organisateurs, 700 selon la préfecture. La manif du futur, organisée à Bure ce samedi 20 septembre, a rassemblé de très nombreux militants anti-nucléaires. Dans leur viseur, le projet d'enfouissement de déchets radioactifs nommé CIGEO. À partir de 2027, des tonnes de matériaux nucléaires pourraient être enterrées à 500 mètres de profondeur. Pour des générations futures, c'est quand même incroyable de penser que pour notre confort d'aujourd'hui, les je ne sais combien de générations, des personnes qui ne sont pas encore nées aujourd'hui, devront de toute façon gérer ces déchets nucléaires qui resteront actifs et dangereux pendant des millénaires. Et c'est quelque chose qui, pour moi, éthiquement, est totalement impensable, à considérer. On ne sait pas comment garantir le fait que ça soit effectivement bien scellé, que ça n'aille pas notamment polluer les eaux, polluer les sols. Donc j'ose espérer qu'on va se rendre compte que le projet CIGEO est une folie et que la relance du nucléaire qui va avec doit impérativement s'arrêter pour être à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, celui de conserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Pour une première mobilisation de cette ampleur à Bure, différents collectifs et associations étaient représentés. Greenpeace, le réseau Sortir du nucléaire, les Amis de la Terre ou encore la Confédération paysanne qui craint les impacts de cet enfouissement pour les terres paysannes et l'agriculture. Alors sur la partie environnement, déjà le foncier se transforme complètement, on est sur de la bétonisation de tous les côtés, donc là ça fait marcher les centrales à béton. Et ensuite il y a toute la problématique de l'installation. Aujourd'hui les éleveurs disparaissent sur ce territoire, l'élevage il y en a de moins en moins, on est sur de la céréale. Les éleveurs ne vont pas s'engager si l'année prochaine ils savent qu'ils n'ont plus de terrain, donc de toute façon ils disparaissent au fur et à mesure. Donc là le risque important c'est exactement ça, c'est qu'on soit sur de la production annuelle et puis du jour au lendemain on est sur du béton. Le processus d'expropriation des habitants concernés par le projet est en cours, alors que l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour lancer le chantier fin 2027, début 2028 est toujours en questionnement. Je ne veux pas laisser un monde pourri ceux qui viennent derrière. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir de vivre quand même quelque chose de bien, on va dire. Donc je me dis, voilà, pourquoi on laisserait la merde aux autres, c'est pas normal. C'est pas normal pour moi. Des revendications environnementales noircies par des débordements de militants radicaux. Aux alentours de 15h, environ 200 Black Blocs se sont détachés du cortège principal pour se rapprocher du laboratoire nucléaire de l'Andra et aller au contact de l'important dispositif de force de l'ordre. Jet de pierre d'un côté, riposte par gaz lacrymogène de l'autre. Néanmoins, aucune interpellation ni blessé n'ont été relevés par la préfecture.
La préfecture de la Haute-Marne a ouvert ses portes à l'occasion des 42e Journées européennes du patrimoine. Construite au 19e siècle, elle allie fonction administrative et architecture soignée. Vous allez le voir, avec des salons d'apparat, des escaliers monumentaux et des façades symétriques. Un lieu chargé d'histoire que les visiteurs ont pu découvrir au cœur de la ville de Chaumont. Et Célia Richard vous propose une visite avec la préfète. Du haut de ses 3 étages, elle surplombe le boulevard Gambetta. Discrète sentinelle du pouvoir républicain, elle veille sur Chaumont depuis près de 2 siècles. À l'occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, les portes d'un des lieux les plus symboliques s'ouvrent, la préfecture de la Haute-Marne. Un bâtiment chargé d'histoire qui, le temps d'un week-end, se laisse découvrir par le public. Dès la grille, et vous retrouvez les 2 initiales ici sur le fronton, au-dessus de l'horloge. Derrière ces murs, ce sont des années de vie publique qui se dévoilent. Devantures, salons d'apparat, lieux de réception et jardins, autant d'espaces où se sont écrites des pages de l'histoire locale. Pour la préfète, ces journées sont l'occasion de rapprocher les habitants de leur patrimoine, mais également de parler de son parcours et du rôle d'un préfet. J'ai d'abord été sous-préfète il y a maintenant une douzaine d'années. Nous étions moins de 25% de femmes. C'est important de l'ouvrir au public parce qu'il fait partie intrinsèque du paysage de chacun, parce que l'action de l'État dans un département est relayée par le premier représentant de l'État dans le département et donc le préfet. Et donc il me semblait être une belle opportunité pour le public de venir échanger aussi avec le préfet sur ses missions, sur le lieu dans lequel il exerce son action et dans ces conditions, effectivement, se retrouver dans une configuration un peu différente que celle des dossiers qui m'animent tous les jours. Derrière ses fonctions administratives, la préfecture se dévoile comme un palais. C'est une de ses particularités, son apparence royale, typique de l'époque. Escaliers monumentaux, salons d'apparat et façades symétriques rappellent qu'ici, l'architecture devait être un symbole autant qu'un outil. L'administration départementale, elle va s'installer dès 1790, donc on est tout juste après la création, mais elle va s'installer dans l'hôtel de ville. Les préfectures sont issues de la Révolution française et elles ont réutilisé quelque part le principe des intendants royaux qui ont disparu avec la Révolution, et on a d'abord déterminé des départements, 83 départements, puis on a nommé des préfets. Et en 1800, début du 19e siècle, on a commencé à installer ces préfectures, d'abord dans les bâtiments qui existaient, et dans le courant du 19e siècle, plutôt premier quart du 19e siècle, on a abattu toutes les fortifications de la ville et on est arrivé à avoir des boulevards comme ils sont actuellement. Et l'aboutissement de ces boulevards sont la préfecture. À Chaumont comme ailleurs, ce rendez-vous annuel célèbre le lien entre passé et présent. Dans le Grand Est, plus de 2800 animations étaient prévues. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques minutes avec notre invitée du jour, Louve Sarkel, une écrivaine marnaise qui nous parlera de son dernier roman. Mais tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo.